2 heures après notre dernier enregistrement, un scandale majeur a éclaté en Israël. L'ancienne Hatzvaït, la plus haute responsable juridique de l'armée, Yifat Tomar Yerushalmi, avait autorisé la fuite de séquences vidéo classifiées et manipulées en temps de guerre. En juillet 2024, des soldats israéliens ont été arrêtés, accusés de maltraiter un détenu palestinien au centre de détention d'État Théman. Les arrestations des soldats ont été menées de manière si peu orthodoxe qu'elles ont provoqué de vives critiques envers l'armée, le parquet et même des émeutes. La vidéo a fuité peu après et le bureau du procureur général militaire a conclu qu'il était impossible d'en connaître la source. Ils ont même menti à ce sujet devant la Cour suprême. L'affaire était alors préjudiciable. Les accusations de mauvais traitement envers les détenus palestiniens se sont répandues mondialement. Pour la droite israélienne, cette histoire a renforcé l'idée d'une justice politisée contre le peuple. Au cours des 2 dernières semaines, l'histoire de la fuite est devenue bien plus étrange et bien plus importante. Une enquête criminelle a montré que la conseillère juridique militaire avait divulgué l'enregistrement avec l'accord d'autres officiers. Une conclusion qui lance une saga digne d'un feuilleton centré sur la conseillère juridique, de vraies ou fausses tentatives de suicide et des tentatives de dissimulation de preuves. Et la véritable histoire maintenant, ce sont les implications explosives pour l'état de droit civil et militaire israélien. Je suis Elena Mazel et voici le droit fondamental. Nous recevons aujourd'hui le juriste israélien Yonatan Green, auteur du nouveau livre publié sur le système judiciaire israélien, Justice rebelle. Yonatan, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Écoutez, cette histoire a de nombreux rebondissements. J'ai même passé sous silence certains des détails, je suppose, les plus scandaleux. Pouvez-vous résumer brièvement depuis juillet 2024 ce qui s'est passé et comment nous en sommes arrivés là avec le Hatzva? N'est plus une proposition, elle a été remplacée. Elle est en détention. Il y a maintenant une grande bataille judiciaire pour savoir qui va enquêter sur cette affaire. Expliquez-nous simplement ce qui s'est passé. Bien sûr, nous allons donc rapidement revoir la succession des événements. L'affaire a éclaté en juillet 2024 lorsqu'il y a eu une arrestation soudaine de nombreux réservistes sur cette base appelée Sideti Man. C'est en quelque sorte l'un des principaux centres de détention pour les terroristes du Hamas, en particulier les plus dangereux, les combattants Nukba, ceux qui ont été capturés le 7 octobre, ou ceux qui avaient le plus lourd passé d'atrocités ou d'activités terroristes. Et cette affaire a éclaté lorsque de nombreux réservistes ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés sur la base. Donc il existe plusieurs forces de l'ordre militaire. Des forces ont essentiellement fait une descente sur la base et ont placé ces réservistes en garde à vue. Et puis toute cette saga a commencé à prendre de l'ampleur et à s'emballer. Vous aviez des émeutes ou des civils entrant sur cette base militaire pour comprendre la situation. Vous avez eu une sorte de réaction publique majeure et une indignation contre la façon dont ces réservistes étaient traités comme de simples criminels, en raison de ce qui semblait être des allégations très superficielles de la part de certains de ces agents du Hamas. L'étape suivante a été la fuite d'une vidéo, une sorte de vidéo prétendument incriminante a été divulguée. Cette vidéo semblait montrer certains de ces réservistes en train de commettre prétendument une forme d'abus contre des détenus, contre des prisonniers dans cet établissement. Cela, à son tour, a également soulevé des questions très importantes sur la manière dont la vidéo a été divulguée. Qui avait connaissance de cette information? Il s'agissait en quelque sorte de vidéos de caméras de sécurité, vous savez, des vidéos classifiées. Et la vidéo était censée l'être. D'ailleurs, comme aujourd'hui, je crois qu'il y avait des allégations d'abus sexuels en plus des violences physiques. Les allégations d'abus sexuels ont été démenties. Les violences physiques sont en cours d'enquête. Correct. Nous parlons ici de questions liées à l'état de droit. La question d'un possible abus envers cette personne détenue fait ou devrait faire l'objet d'une enquête. C'est exact. Et jusqu'à présent, vous savez, nous pourrons en fait revenir dans un instant à l'enquête spécifique concernant ces personnes qui ont été inculpées. Cette vidéo a évidemment fait sensation en Israël et à l'international. Mais pour revenir simplement à la question de savoir d'où venait la fuite, ou qui en était à l'origine, il y a eu des questions concernant une enquête au sein de l'armée du bureau du procureur général pour savoir qui aurait pu divulguer la vidéo ou comment il se fait que la vidéo ait été divulguée. Le procureur général adjoint militaire a été chargé d'enquêter sur cette fuite.
Cela en soi avait suscité de nombreuses interrogations, car il semblait très probable que la fuite provenait du bureau du procureur général militaire. Il n'était donc pas clair pourquoi le procureur général adjoint militaire, que nous appelons simplement le MAG adjoint, MAG, enquêtait là-dessus. C'est essentiel pour notre histoire. Ensuite, le conseiller juridique israélien du gouvernement, aussi appelé procureur général, a pris position, ou s'est beaucoup impliqué dans tout ce processus et a soutenu l'effort d'enquête, ou a surtout soutenu le fait que cela soit géré par le bureau du procureur général militaire lui-même. Donc c'est une partie importante. Et à la fois le conseiller juridique du gouvernement et le procureur de l'État eux-mêmes ont en quelque sorte cautionné cette enquête menée par le bureau du MAG. Et tout cela a mené à la conclusion ou au résumé qu'il n'y avait rien à enquêter. Il était impossible de trouver des informations pertinentes sur la fuite, son origine ou son auteur. C'est en quelque sorte le premier chapitre de cette saga. Je mets de côté les allégations de fond, nous y reviendrons bientôt. Entre-temps, il est devenu absolument clair, indiscutablement clair, et c'est important que cette vidéo avait été trafiquée, que c'était une vidéo montée. Donc, elle a assemblé plusieurs parties de vidéos sans rapport, et cela a créé une impression de continuité entre deux parties différentes, ce qui était complètement faux. Et bien sûr, soit dit en passant, nous pourrons y revenir. Les principales accusations les plus odieuses concernant le viol ou les abus sexuels ont été abandonnées. Essentiellement, ils n'ont même pas été inculpés pour ces chefs d'accusation. Celles-ci ont complètement disparu de l'enquête pour de bonnes raisons. Elles semblaient totalement infondées. Il ne s'agit pas seulement d'une vidéo divulguée illégalement, elle a aussi été trafiquée et montée pour donner une fausse impression. Il semble que cela ait créé une image très négative de ces réservistes. Maintenant, la saga actuelle, ou ce qui vient de se passer, c'est que de nouvelles informations ont été révélées. Nous pouvons aussi expliquer comment ces informations ont été révélées, c'est important. Les nouvelles informations ont été révélées, montrant essentiellement, de façon irréfutablement. Essentiellement grâce à une confession de quelqu'un au sein du bureau de MAG, indiquant que la fuite provenait du chef, du responsable de MAG lui-même. Yifat Tomed al-Ushami est la procureure générale militaire et la plus haute responsable juridique de l'armée. La fuite provenait d'elle et de son bureau. Elle en était pleinement consciente. Il y avait plusieurs complices, et j'utilise le mot conspiration dans le sens juridique, pas dans le sens farfelu, mais dans le véritable sens légal. Plusieurs complices étaient impliqués dans cette affaire et connaissaient la fuite. Ces complices, y compris Yifat Tomi al-Ushami, ont ensuite trompé la Cour suprême, trompé d'autres personnes. Vous savez, trompé le public, trompé les médias lors de l'enquête qui a suivi cette fuite. Et puis enfin, la dernière chose que je pourrais ajouter à cela, c'est qu'un autre point important ou un autre élément important est l'implication ou le degré d'implication inconnu du conseiller juridique du gouvernement et du procureur de l'État. Savait-il à quel point la fuite venait du bureau de MAG? À quel point savait-il que le MAG leur mentait activement, même dans le meilleur des cas? Ils ont été gravement négligents en se portant garant de cette enquête. Ils s'étaient portés garant du fait qu'ils supervisaient personnellement l'enquête au sein du bureau du MAG. Encore une fois, au pire, ils étaient complices et co-conspirateurs. Dans le meilleur des cas, ils ont fait preuve d'une négligence grave dans leur supervision de cette affaire. Donc, c'est en quelque sorte le chapitre le plus récent de la saga. Et puis, bien sûr, Elena, si tu veux, je peux te laisser compléter les tout derniers événements qui se sont produits récemment. Non, vas-y, je t'en prie. Mais parce que tu nous as essentiellement amenés jusqu'à la bataille judiciaire de cette semaine, ou d'une manière un peu solomonienne. Correct. Cela a donc mené à des développements très spectaculaires. Je vais mettre de côté un instant le fait qu'à la publication, il existait de nombreuses versions contestées ou différentes. Différentes annonces provenant du bureau du MAG de la MAG elle-même. Son arrestation et la saisie de ses effets personnels, dont téléphone et ordinateur, n'ont pas été immédiates. Et nous pourrons revenir sur les raisons de cela et sur la façon dont cela se compare à d'autres incidents en Israël. Après 5 jours dans cette situation, vous savez, exposé publiquement, il était clair que ce n'était pas quelque chose qui disparaîtrait ou pourrait être nié. Il était clair que les preuves contre le MAG étaient irréfutables. Ensuite, il y a eu soit une tentative de suicide, soit une tentative de suicide simulée afin de détruire des preuves. Le MAG a perdu son téléphone dans l'océan avec encore, en quelque sorte. Elle a perdu son téléphone dans l'océan. Eh bien, je reformule.
la MAG a été arrêtée sans téléphone après être allée dans l'océan, affirmant qu'il y avait été perdu. Avec, évidemment, un très fort soupçon que c'était tout simplement une tentative délibérée de se débarrasser de la preuve principale. Et je dirais, vous savez, je suis tout à fait pour accorder le bénéfice du doute aux gens. Et je pense que, vous savez, il n'est pas rare que des gens mettent fin à leur jour au milieu de ce genre d'enquête. Et c'est une chose terrible. Nous devons tous en être conscients et nous en méfier. Ce procureur général militaire, Yifato Mai Washani, est une personne à qui l'on ne peut accorder aucun bénéfice du doute dans cette situation. C'est-à-dire, c'est une personne qui a trompé le public, qui a agi illégalement en pleine connaissance des implications et des répercussions de ses actes, et qui a ensuite menti activement à la Cour suprême dans des déclarations sous serment, lors de témoignages, a menti aux procureurs, aux enquêteurs et au public lui-même. Donc, ce n'est pas exactement une personne à qui l'on peut accorder une grande confiance. Et puis enfin, la dernière partie de toute cette saga, c'est que maintenant se pose la question: qui va enquêter? Qui a l'autorité pour enquêter et poursuivre correctement ces affaires? Et une partie du problème fondamental ici, c'est que le conseiller juridique du gouvernement ou le procureur de l'État sont impliqués là-dedans jusqu'au cou. Au minimum, dans le meilleur des cas, ces deux responsables devront être interrogés et ils devront faire l'objet d'une enquête. L'affaire est désormais portée devant la Cour suprême qui doit décider qui dirigera l'enquête. Donc c'est bien ça? Depuis hier, je voulais dire cela sur la façon de Salomon. La Cour l'a essentiellement affirmé. La candidate du ministre de la Justice pour ce poste, qui occupe actuellement cette fonction. Quel est le poste médiatrice? Pourquoi? Pour les fautes judiciaires ou pour les plaintes contre la magistrature? Donc il y a eu une contestation contre son choix de cette personne, au motif que c'était une sélection illégale. Et ensuite, et bien sûr, le bureau du procureur général voulait enquêter là-dessus. Et on se retrouve un peu avec les mêmes problèmes de conflit d'intérêts. Et le ministère de la Justice refuse que cela arrive, tout comme le tribunal hier. D'après ce que je lisais, je suis actuellement à l'étranger, donc je ne peux même pas me rendre compte de ce qui se passe dans le public israélien. Mais le tribunal a simplement dit: trouver un compromis, ce ne sera ni l'un ni l'autre. Ça ne marche pas. C'est vraiment bouleversant pour le public israélien. En fait, nous avons passé sous silence certains des détails les plus sordides, dignes d'un feuilleton turc. En fait, que la tentative de suicide sur la plage ait été simulée ou non. Plus tard, je crois qu'on a découvert que Mme Tomer Yoshame avait pris une grande quantité de somnifères et qu'elle a été hospitalisée. Et c'est devenu vraiment fou à ce niveau de détail. Mais toi et moi avons parlé du fait que c'est une histoire bien plus grande. Même dans les aspects les plus captivants et fascinants. Tu sais, les ragots, aussi horribles soient-ils. Et c'est parce qu'ils apportent un éclairage considérable sur des questions graves dans les systèmes de justice civile et pénale. Donc, j'aimerais qu'on se penche là-dessus et consacrer le reste de l'émission à parler de ces questions importantes. Absolument. Merci, Elena. Oui, je pense que c'est une excellente occasion de parler de certaines des questions plus larges, pas de façon exhaustive, mais sur certaines questions plus larges du système de justice pénale israélien et de la supervision civile des agences chargées de l'application de la loi. Je cite dans mon livre Justice rebelle, l'ascension de la suprématie judiciaire en Israël, disponible sur Amazon. Dans mon livre, je consacre un chapitre très important au système de justice pénale, ce qui peut sembler un peu hors de propos dans un livre sur le pouvoir judiciaire. L'un des points sur lequel nous reviendrons dans un instant et que j'expliquerai plus en détail est qu'il existe une relation symbiotique et réciproque entre le pouvoir judiciaire et l'expansion du pouvoir judiciaire en Israël, et entre les agences chargées de l'application de la loi, y compris la police, le ministère public et d'autres, et le degré relativement élevé d'impunité dont ils bénéficient pour les abus de pouvoir, les actes illégaux, etc. Je pense que ce n'est pas un hasard si cette question a explosé à cause des fuites, et les fuites en sont en quelque sorte un bon exemple. Israël s'est habitué à une réalité dans laquelle les agences de maintien de l'ordre et les services de poursuite, dans leur ensemble, divulguent régulièrement des preuves et du matériel d'enquête, qu'ils soient bruts, paraphrasés ou autres, aux médias. Et c'est quelque chose que, essentiellement, le gouvernement et d'autres organismes n'ont pas pu enquêter, poursuivre ni examiner correctement ce à quoi nous nous sommes habitués. Je trouve que l'attitude de Yufa Tomashami, notamment par son audace,
est vraiment remarquable dans la façon dont cela a été révélé. La fuite volontaire, la conspiration de plusieurs parties, puis la tromperie directe et de purs mensonges à la Cour suprême, dans des déclarations et témoignages sous serment devant le public. Je pense qu'une partie de cela reflète la façon dont les organismes chargés de l'application de la loi en Israël se perçoivent. La façon dont ils perçoivent leur mission et la façon dont ils considèrent à nouveau leur degré d'impunité et leur immunité face à un examen sérieux de la part des civils. Je vais maintenant prendre un peu plus de recul, si tu veux bien, Elana, juste un instant. Avant que tu ne remontes trop loin, peux-tu donner, je pense simplement que notre public ne connaît pas forcément bien toute cette histoire de fuite, alors peut-être pourrais-tu simplement mentionner quelques autres exemples qui ont marqué la mémoire collective? Bien sûr, absolument, je veux dire probablement. Les exemples les plus significatifs viennent des dernières années lors des enquêtes sur Netanyahou ou tout au long des investigations, même avant la phase d'inculpation, des informations, y compris des transcriptions et des conversations enregistrées, étaient tout simplement régulièrement divulguées à la presse. Et l'intention ainsi que les faits étaient clairs. C'était pour renforcer le soutien du public à leur poursuite, c'était peut-être aussi pour obtenir certains résultats politiques ou électoraux. Je peux le dire. Avichai Mendelblit, qui est finalement devenu procureur général, puis conseiller juridique du gouvernement, s'était plaint de l'épidémie de fuite auprès de la Cour suprême. Parce que, pendant son processus de confirmation, lors de sa nomination en tant que conseiller juridique du gouvernement, diverses agences chargées de l'application de la loi avaient de commencer à divulguer des informations sur des enquêtes et des soupçons à son encontre. Il s'en était plaint à la Cour suprême, puis, devenu conseiller juridique du gouvernement, il a totalement changé d'avis. Dans diverses requêtes déposées auprès de la Cour contre ce phénomène de fuite, Mandelblit a essentiellement affirmé qu'il n'y avait aucun moyen d'enquêter sur les fuites. Il n'existait aucun moyen correct, découvrir leur origine ou qui en est l'auteur, etc. D'accord, maintenant tu es libre de dézoomer. Je vais répondre. Bien sûr, on ne peut pas décrire entièrement les forces de l'ordre et la justice pénale israélienne. Je voudrais juste dire cela en prenant du recul. Contrairement à de nombreuses juridictions et contrairement à de nombreux pays occidentaux, l'appareil répressif israélien, avec toutes ses différentes composantes, est assez autonome. Et ce que je veux dire par là, c'est que ses dirigeants et responsables ne sont généralement pas nommés directement. Et certainement, à un niveau plutôt intermédiaire, ils ne sont pas nommés directement par le gouvernement en place, ni par les responsables élus. Et en même temps, ces organismes ne sont pas sélectionnés ou élus directement par le public. Il n'y a donc pas d'élection directe, ni pour les procureurs de district, ni pour les chefs de la police, ni pour ces postes plus élevés au sein de ces appareils d'application de la loi. Nous voyons même que des personnalités comme le ministre de la Justice ou le gouvernement, c'est-à-dire le cabinet, n'ont pas l'organe collectif du gouvernement a des capacités très limitées, que ce soit en termes de capacité à choisir qui il place à ses postes ou de capacité à renvoyer les personnes qu'il souhaite retirer de ses fonctions. Nous l'avons récemment constaté avec le conseiller juridique du gouvernement, le chef de la police, le chef du service de sécurité intérieure, avec Shane Beck, le Shabbat. Donc, pour commencer, nous avons cette situation très inhabituelle. Maintenant, l'un des phénomènes qui, selon moi, est le plus important pour comprendre le pouvoir judiciaire en Israël. Ce que je pense qui n'est pas correctement ou pas suffisamment compris, c'est la manière dont le pouvoir judiciaire a instrumentalisé l'application de la loi afin soit d'écarter des personnalités jugées indésirables, soit d'intimider des politiciens, soit de servir ses propres intérêts de diverses autres manières. Et nous pouvons en donner. Il existe littéralement des dizaines d'exemples de ce problème, vous savez. Lorsqu'il était membre de la Knesset, Reuven Rivlin, qui est finalement devenu président de l'État, a inventé l'expression « la loi des voyous », le règne des voyous de la loi. Il était pressenti pour devenir ministre de la Justice. On le considérait comme plutôt antagoniste ou hostile envers le pouvoir judiciaire, envers la magistrature. Et cette nomination a été bloquée à cause d'une série d'enquêtes policières qui se sont rapidement révélées complètement bidons et elles ont également été abandonnées. Mais sa nomination a été bloquée uniquement pour cette raison. Je devrais mentionner que dans ce cas, je pense de façon réflexe. Pour les personnes qui
qui pourraient critiquer votre position ou qui pourraient penser que vous exagérez, vous savez, elles pourraient facilement dire qu'il y a un niveau élevé de corruption politique qui doit simplement être enquêté, n'est-ce pas? Comment répondriez-vous et prépareriez-vous le terrain pour cela et pour essayer de s'assurer que la réponse ne soit pas alourdie par des affiliations partisanes apparentes? Correct. Tout d'abord, il faut dire que nombre de ces affaires criminelles, ou plutôt la politisation du système de justice pénale. Le système de justice pénale a été dirigé contre la gauche presque autant qu'il l'a été contre la droite. Et je dois dire que la gauche politique en a beaucoup souffert aussi, historiquement parlant, que ce soit le gouvernement Rabin ou d'autres personnalités éminentes. Vous savez, Yoav Dotan, le professeur Yoav Dotan de l'Université hébraïque, qui est l'un des plus grands experts israéliens en droit administratif, dit « Regardez, chaque premier ministre en Israël depuis les années 1990 a été soit enquêté pénalement, soit inculpé pour des crimes et pour corruption. Essentiellement, soit Israël a une capacité unique à élire des politiciens criminels, soit il se passe autre chose ici. Maintenant, selon toutes les mesures objectives, c'est-à-dire qu'il existe en quelque sorte des critères objectifs bien connus, des mesures et des critères pour ces questions. Israël n'est pas un pays profondément corrompu et en Israël, la fonction publique n'est pas basée sur le bakshish. On ne peut pas simplement solliciter quelqu'un ainsi. Il y a toutes ces transactions en coulisses ou manœuvres sournoises, des affaires sous la table. Donc je pense, pour commencer, que l'idée selon laquelle Israël est tellement fondamentalement corrompu au point que cela nécessite ou justifie ce genre d'application de la loi musclée ne tient tout simplement pas la route. Plus important encore, une part significative des enquêtes criminelles et même des inculpations pénales ont visé des personnalités considérées comme hostiles au pouvoir judiciaire, hostiles à l'autorité judiciaire. Un grand nombre de ces affaires se sont révélées être fausses, sans fondement. Elles ont soit été abandonnées après avoir servi leur but, soit les tribunaux eux-mêmes les ont rejetées. Et je parle du niveau du procès, du tribunal. Les tribunaux les ont rejetés. Acquitter ces personnalités. Aucun doute n'existe, comme l'ont souligné d'éminents experts juridiques israéliens. Ils le disent clairement, il ne fait aucun doute qu'il existe un schéma dans l'application de la loi israélienne visant certaines personnes. Ou peut-être, si vous voulez lui donner un angle un peu plus innocent, mettre particulièrement l'accent sur les personnalités perçues comme hostiles ou peu favorables au système judiciaire et à l'expansion du pouvoir judiciaire en Israël. D'accord. Avant que j'interrompe si brusquement, j'aimerais avoir plus de contexte. Tu disais, en gros, qu'il y a ces problèmes de fuite et aussi des problèmes d'autres actions non responsables. En partie parce que les chefs de ces bureaux concernés, que ce soit dans la police ou au bureau du procureur général, ne sont pas, selon toi, directement nommés ou responsables devant l'échelon politique, et c'est problématique à tes yeux, parce qu'ils passent par ces sortes de processus de nomination compliqués de la fonction publique, qui sont contrôlés par la bureaucratie elle-même. Et finalement, c'est exact, et finalement contrôlé par le contrôle judiciaire. C'est-à-dire, même si quelqu'un réussit à franchir les différents obstacles bureaucratiques auxquels il doit faire face, quoi qu'il en soit, il se peut alors que le tribunal lui-même intervienne pour décider s'il estime que cette personne est appropriée pour diriger. Par exemple, en 2011, 3 des figures les plus importantes de l'armée et des forces de l'ordre israéliennes ont essentiellement été empêchées d'être nommées à leur poste. Le tribunal a empêché le général Gal Hirsch de devenir chef de la police. Essentiellement, Yoav Galland a été empêché de devenir chef d'état-major général de Tzahal. En gros, c'est un peu plus complexe, mais c'est ainsi que ça s'est passé. Et bien sûr, tout cela est décrit en détail dans mon livre. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à aborder. Nous n'allons pas tout couvrir. Tout cela pour dire qu'il y a une différence marquée dans le niveau de responsabilité entre les agences de maintien de l'ordre en Israël et la façon dont elles fonctionnent. Mais par rapport à ce que vous connaissez peut-être, ce que le public connaît dans la plupart des pays, j'ai parlé de ce modèle du bas vers le haut, du haut vers le bas. Concernant les forces politiques et leur aptitude à recruter, licencier et surveiller efficacement. Les commissions de la Knesset au Parlement ont une capacité très limitée à assigner des témoins à comparaître
à sanctionner les témoins qui sont appelés à témoigner, qui ne donnent pas de réponse claire ou qui ne se présentent tout simplement pas. C'est un problème connu en Israël. Les fonctionnaires ne vont pas aux auditions parlementaires. Les parlementaires, ça ne peuvent rien y faire. Et puis, d'un point de vue ascendant, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement une question d'élection. Ou même, ce n'est pas comme si le maire ou d'autres élus locaux nommaient beaucoup de ces personnes ou beaucoup de ces postes. Mais aussi, juste pour vous donner un autre exemple, Israël n'a pas de système de jury. Et je crois, autant que je sache, que c'est le seul pays de common law, le seul pays démocratique développé de common law. Il a donc hérité du système juridique de common law anglais. C'est le seul sans système de jury. Encore une fois, sans trop de détails, ce n'est qu'un exemple. C'est simplement un symptôme de cette réalité dans laquelle les agences chargées de l'application du droit pénal sont un pouvoir en soi. Elles agissent avec un très haut degré d'autonomie et d'indépendance, avec très peu d'intervention de la classe politique, des élus et de l'électorat lui-même. C'est d'ici, je pense, que nous pouvons réellement faire le lien avec la suprématie judiciaire. Elena. Eh bien, vous êtes la bienvenue pour le faire. Mais j'ai juste une remarque, je pense, à faire à propos de cette question sur l'isolation liée à la responsabilité. Je pense aussi potentiellement sans information interne que je devrais le faire. Mais je vois aussi une certaine forme d'insularité dans l'approche de cette question. Parce que si ce que Tomer Yerushalmi a dit était vrai sur la raison pour laquelle elle a autorisé cette fuite, n'est-ce pas ce qui était en fait pour protéger la réputation du parquet? Dieu seul sait pourquoi vous choisiriez de le faire de cette façon. Mais ensuite, vous savez, oui, il y a une certaine forme de soit d'ignorance quant aux effets que la diffusion d'une telle vidéo pourrait avoir. Mettez de côté l'aspect criminel, mais pensez simplement aux conséquences en elles-mêmes. Israël est accusé de génocide et de mauvais traitements envers les Palestiniens sur la scène internationale. Évidemment, des incidents se produisent en temps de guerre. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ce n'est pas le cas, mais cela arrive partout. À notre connaissance, l'incidence reste assez faible. D'accord, et c'est quelque chose qui nuit vraiment à tout l'État. Cela nuit à Tsahal. Et c'est une sorte de point de vue tellement étroit. J'ai beaucoup de mots pour le décrire, j'essaye de me retenir, mais c'est étroit. Et c'est presque insensé de penser que publier ce genre de choses pourrait d'une quelconque manière protéger un élément de Tsahal, sans parler d'un élément de l'État d'Israël. Et il semble, je pense, que cela montre à la fois une réactivité à tout ce qui se passe dans le monde interne de la bureaucratie. Elle se sentait responsable envers eux et aussi potentiellement envers les autres autorités juridiques à Hermelio, c'est-à-dire les personnes qui peuplent en quelque sorte le monde du droit international et de la gouvernance mondiale. Donc c'était en quelque sorte, peut-être, un geste pour eux. Encore une fois, cela renvoie à l'insularité, mais c'est comme, oui, dire ça, c'est aussi un problème de vision du monde, résultant des éléments structurels que tu évoques. Tu veux parler de la suprématie judiciaire avant la fin, et je ne vais pas t'en empêcher. En fait, je pense que tu as soulevé un très bon point. Donc, je vais même renoncer à parler de la suprématie judiciaire juste pour répondre à ce que tu as dit. Je sais, j'ai écrit un livre sur le sujet. J'espère donc que le public s'intéressera à la suprématie judiciaire. Je vais dire une dernière phrase. Après cette partie sur la suprématie judiciaire, je serai bref. Je veux quand même répondre à ce que vous avez dit. Tout d'abord, je vais mettre ça de côté, un instant. À première vue, l'affirmation selon laquelle Yifat Tomer Al-Ushami que le MAG a divulgué cette vidéo dans le but de faire un coup de communication, essentiellement afin de protéger la réputation du parquet ou afin de clarifier au public à quel point ces actes sont graves ou à quel point les preuves sont accablantes contre ces réservistes, ou quoi que ce soit d'autre est profondément à la fois invraisemblable et insincère. Accorder le moindre crédit aux explications de Yifat Tomer Al-Ushami, c'est déjà donner trop de dignité à sa réponse, plus, je pense, qu'elle n'en mérite. Et c'est une personne qui a menti à plusieurs reprises à la Cour suprême. Une personne qui a agi de mauvaise foi de façon criminelle, qui a bafoué la loi de la manière la plus éhontée. C'est une personne qui, franchement, quelle que soit son excuse ou explication publique,
Cela doit être vu davantage dans le contexte de l'élaboration de sa version des faits. Et franchement, c'est une entrave à la justice. C'est juste une façon pour elle de signaler à toutes les personnes autour d'elle et à tous les co-conspirateurs quelle sera l'excuse à avancer à l'avenir. C'est essentiellement ainsi que cela est perçu, je pense, dans les milieux juridiques professionnels. C'est aussi tout simplement invraisemblable dans le sens où si elle y croyait vraiment. C'est-à-dire, si vous étiez un procureur qui croyait vraiment que c'était le cas et que vous deviez divulguer certaines informations d'enquête, certaines preuves afin de protéger la réputation du parquet ou pour rétablir la vérité ou quoi que ce soit d'autre, alors vous demandez au tribunal, vous pouvez déposer une requête auprès du tribunal ou vous pouvez. Il existe de nombreuses façons de formaliser et d'autoriser officiellement la divulgation de ce type de preuves. Ce n'est pas la première fois qu'un parquet rend des preuves publiques pour protéger sa réputation ou pour, d'une certaine manière, calmer des émeutes, ou peu importe la raison. Je pense que cela aussi est peu plausible en soi. Tu as bien évoqué un autre aspect qui, selon moi, complique la situation sans que je rentre dans les détails, mais il y a ici un aspect concernant la façon dont le système juridique militaire, les organisations et le système juridique militaire, la perception et l'orientation des instances juridiques militaires. Voilà. Ce type de continuum gauche-droite progressistes conservateurs liés à la sécurité nationale, en ce qui concerne leur point de vue fondamental sur les forces de défense israéliennes, sur les réservistes, sur l'armée israélienne et leurs actions. Et il y a une certaine suspicion, et je ne vais pas entrer dans les détails parce que je pense que c'est plutôt partisan, c'est plutôt spéculatif, mais il y a eu une allégation de longue date contre le corps juridique militaire, selon laquelle il serait beaucoup plus du côté d'une vision plus internationale, comme vous l'avez mentionné. Une vision qui est beaucoup plus méfiante envers les forces de défense israéliennes concernant les violations des droits de l'homme et beaucoup plus compréhensive envers les allégations d'abus, que ce soit par les Palestiniens, les Gazaouis, le Hamas ou autres. Et encore une fois, je ne vais pas entrer dans ce sujet, mais cela est certainement lié à ce problème ou à ce potentiel d'avoir un corps militaire, ce qui semble très disposé à accepter les arguments juridiques et même le genre d'arguments factuels avancés par l'autre partie. Bien moins disposé à accorder le bénéfice du doute à nos soldats et à notre armée. Et encore une fois, c'est un tout autre sujet, mais je pense que cela mérite d'être mentionné. Enfin, ce que je retiens surtout de vos propos, c'est qu'il existe, selon moi, un problème plus large en ce qui concerne l'état d'esprit. Presque comme si nous accordons à Ifat Tomi al-Uchami le bénéfice du doute qu'elle pense réellement ce qu'elle dit. Et même si ce n'est pas le cas. Il y a certainement quelque chose ici dans l'état d'esprit de l'élite juridique en Israël qui se considère d'une certaine manière comme assiégée, n'est-ce pas? Ils se voient tels qu'ils sont. La dernière ligne de défense contre l'infiltration d'éléments kahanistes, messianiques, d'extrême droite radicale dans toutes les parties du gouvernement israélien et surtout dans les forces de l'ordre et l'armée. Et deuxièmement, il se voit ni comme le rempart dans la dernière ligne de défense contre la détérioration de la démocratie israélienne et la destruction de l'état de droit. Et c'est l'effet, et je pense que ces deux conceptions ou visions de ce qui se passe dans la société israélienne sont clairement et manifestement fausses et sans fondement. Mais ce que nous avons vu avec, je pense, Mag, c'est l'audace de cela et leur volonté de bafouer la loi. Et même dans leur propre forme de rationalisation, pour expliquer pourquoi ils étaient capables et autorisés à faire cela. Tout cela fait partie d'un environnement d'hystérie, d'alarme, d'alarmisme, d'hyperbole qui a vraiment envahi une grande partie de l'establishment juridique israélien. Et c'est l'un des résultats de cela. Aux États-Unis, n'est-ce pas? Si on répète souvent que quelqu'un est fasciste, nazi et menace la démocratie américaine, alors un fou va finir par prendre une arme et faire quelque chose à ce sujet. Et c'est l'une des choses terribles que nous avons vues. Donc, en Israël, si vous répétez sans cesse à tous les avocats et à tout l'establishment juridique que la démocratie israélienne se détériore, vous êtes la dernière défense et vous leur autorisez implicitement à agir illégalement, mentir au tribunal et commettre des actes manifestement illégaux. Si vous me permettez, je dirai encore une phrase sur le lien avec la suprématie judiciaire. Bien sûr, je vous en prie. J'aimerais cependant conclure sur une note un peu plus, je ne dirais pas optimiste, compte tenu de tout ce dont nous avons parlé. Conciliant. Je dirais conciliant, parce que je pense vraiment. La seule voie possible pour Israël à ce stade est d'avoir une discussion beaucoup plus riche et plus égalitaire entre les parties en conflit.
Et vous savez, vous avez clairement des opinions sur où se situe la responsabilité. J'ai des opinions que j'évite de trop exprimer. Où se situe la responsabilité. Mais au final, la solution ici viendra d'un compromis politique entre des personnes qui ne sont tout simplement pas d'accord sur beaucoup de questions fondamentales. Et j'espère que cet épisode sera une ouverture pour poursuivre la discussion à ce sujet. Et vous avez aussi vu, en fait, à la Knesset, même des membres de l'opposition semblent considérer que c'est le moment de parler de réforme sur la base d'un large consensus autour de questions qui sont clairement apparues. Cette histoire, bien qu'elle reflète les plaintes des conservateurs sur le système judiciaire, concerne ici les conservateurs juridiques. Cela concerne des personnes de tous bords. Mais cette histoire est vraiment stupéfiante et bouleversante. C'est tellement énorme que cela franchit le gouffre qui s'était ouvert pendant de nombreuses années auparavant. Voici mon point de vue général. Je vous laisse conclure, Monsieur Jonathan Green. Eh bien, je vais vraiment renoncer maintenant à l'occasion de parler davantage de la suprématie judiciaire, et notre public peut en lire plus à ce sujet dans mon livre. Je vais aussi conclure en étant d'accord avec vous dans le sens où je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait comme vous l'avez dit. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment optimiste ou que ce soit la bonne façon de l'appeler. Je pense que la gravité des mesures prises par le MAG et le degré ou le type de preuves qui sont présentées contre elles a exposé ce problème à un point tellement stupéfiant et vertigineux qu'il a poussé de nombreux éléments, qu'il s'agisse des suprémacistes judiciaires ou des suprémacistes ou des voyous de l'état de droit, les brutes selon Ruben Rivland. Cela a acculé ce camp dans un coin d'une manière telle que même la Cour suprême ou même beaucoup des puissants ne peuvent pas laisser passer cela. Ils ne peuvent tout simplement pas ignorer, ils ne peuvent pas balayer cela sous le tapis. Je reste optimiste que cela pourrait mobiliser le public et les systèmes à considérer ce problème, même s'il est moins important. Peu importe ce qui se passe au MAG ou avec ceux des témoins. Ce qui est important, c'est une compréhension plus générale de la façon dont nous pouvons enquêter correctement sur les abus des forces de l'ordre. Comment instaurer efficacement des mécanismes comme le système de procureur spécial utilisé aux États-Unis et ailleurs? Comment pouvons-nous mettre en place des mécanismes plus capables à la fois de prévenir ces problèmes et de les enquêter correctement? Je suis assez optimiste, sans dire plein d'espoir, mais je pense que cela peut mener à certains de ces changements. Jonathan Green, merci de nous avoir rejoints. Rogue Justice est maintenant disponible. Et pour ceux qui veulent vraiment avoir une vue intérieure et approfondie de la façon dont nous en sommes arrivés là, ce livre est fait pour vous. Merci beaucoup, Elena.